retrouver pour le dernier atelier avec Thierry Château de Logirode et Michel Serrac de Hydre, donc, qui vont effectivement détailler les sujets de la localisation qui sont effectivement absolument indispensables pour pouvoir réaliser tout ce qu'on vient de voir. Vous devez avoir une localisation GPS ou autre qui soit de précision, une précision absolue. Et on vous montrera aussi à quoi ça sert par un cas pratique de Logirode appliqué à l'infrastructure routière, mais pas que. Très bien. Merci. Bonjour Thierry, Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Château. Je suis directeur scientifique de la société Logirode depuis 1 an et demi maintenant. Dans le cadre d'un détachement, je suis professeur d'université à la base, donc encore au moins pour 2 ans, ce détachement. Et donc, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en traitement de l'image, la vision par ordinateur, adaptée à la conduite, à la mobilité et en ce qu'on appelle l'intelligence artificielle maintenant, qui est davantage de l'apprentissage. Alors, la tâche qui m'a été confiée est de vous parler de localisation dans le cadre de la mobilité numérique. Je vais quand même prendre deux slides pour vous présenter Logirode et pour vous montrer en quoi cette localisation est importante dans nos applications. À travers un exemple, tout d'abord. Alors, voilà. Donc, un exemple de produit qu'on vend actuellement en lien avec la société Suez. On fait de la collecte de données sur les camions bennes de la société Suez en installant des capteurs d'acquisition, essentiellement des systèmes à base de caméras et de GPS. Ces données-là sont traitées derrière par une intelligence artificielle que vous pouvez voir ici au milieu. Donc, ce que vous voyez, c'est l'analyse de dégradation, mais on est aussi capable de faire du relevé d'infrastructures routières, les lignes blanches, les panneaux, tout ce qui est mobilier urbain. Tout ça dans des images qui ont été anonymisées avant, d'où le bus flouté que vous pouvez peut-être apercevoir, qui n'est pas très grand, mais qu'on aperçoit un peu. Tout ça est stocké aussi de manière sécurisée. Et puis derrière, l'idée, c'est de faire un rendu auprès des collectivités de l'état de leur route et puis surtout de les accompagner avec de la maintenance prédictive sur les travaux qu'il va falloir qu'elles réalisent dans les 5 prochaines années au niveau de leur route. Donc, bien entendu, pour faire tout ça, on a besoin de localiser le capteur et on a besoin de localiser, alors un peu moins ici, mais quand on est sur de l'inventaire de panneaux, on a besoin de localiser ce que l'on voit dans les capteurs dans un repère absolu pour l'afficher sur une carte. Pour faire ça, on a monté un établissement qui s'appelle Logirode AI, qui est un établissement où on fait le lien entre la recherche amont et tout ce qui est produit. Et c'est quelque chose qui est basé vraiment sur l'intelligence artificielle. C'est un peu ma mission dans la boîte. Et on s'est focalisé sur 3 domaines particuliers. La gestion de l'incertitude en sortie d'intelligence artificielle, ça a été déjà cité. C'est ce qu'on appelle les notions d'explainability. La notion de transfert d'apprentissage, comment on gère la variabilité des données. Et puis ce qu'on appelle l'apprentissage actif, comment est-ce qu'on peut libérer un peu le temps des personnes qui vont passer beaucoup de temps à faire de la notation manuelle pour entraîner les réseaux, en sélectionnant au mieux les données qu'on va leur donner à annoter. Donc voilà un petit peu notre ADN. Et on essaie de décliner ça à travers nos recherches et les produits qu'on fait remonter à Logirode. Je reviens maintenant sur l'aspect localisation à travers 2 problématiques. La première, c'est d'être capable de localiser son capteur dans une carte, puisque derrière, il va falloir géolocaliser les choses. Et la deuxième, c'est une fois qu'on a le capteur et qu'on fait des mesures dans le capteur, prenons l'exemple d'une caméra par exemple, mais c'est la même chose pour un télémètre laser ou un radar, il faut être capable de localiser l'objet dans le repère du capteur pour être capable après de mieux le localiser dans la carte. Donc je vais surtout parler de la première chose, 2-3 transparences sur la deuxième. À travers 2 exemples de capteurs, un que vous connaissez sans doute très bien, mais j'ai quand même tenu à rappeler un peu les principes du GPS. Donc le GPS, je vous rappelle, c'est un système assez simple qui permet de calculer une position par triangulation. À partir du moment où vous capturez
de différents satellites dont on connaît la position des temps de vol à partir desquels on mesure une distance, on a des formules très simples qui vont nous permettre de remonter à une position de l'ordre de 10 mètres à peu près, on va dire, sur du GPS classique. Alors, ce n'est pas forcément suffisant pour ce qu'on veut en faire. Donc, on passe souvent sur des GPS un peu plus précis, avec deux types de corrections. La première, c'est ce qu'on appelle le GPS différentiel. Les problématiques du lien entre le temps de vol et la distance sont parfois perturbées par un certain nombre de phénomènes dans les conditions atmosphériques, pour faire simple. Ce qui se passe, c'est que si vous positionnez à proximité de votre véhicule ce qu'on appelle une station de base, qui va capturer également une position et donc calculer un biais dans le calcul de cette position, vous allez être capable de transmettre ce biais à votre GPS embarqué, ou alors vous allez être capable de faire ça en post-traitement, et ainsi de corriger les choses pour arriver à une résolution qui est plus proche du mètre que celle de 10 mètres. Et on peut vouloir aller encore plus loin, c'est-à-dire être à l'ordre de 2-3 cm, c'est ce que l'on trouve chez les navettistes, entre autres, des gens comme Navia, on va citer, ou comme EasyMile. Et dans ce cas-là, on va mesurer le temps de vol, qui est en fait un espèce de signal périodique, non pas comme un nombre de périodes, mais on va les chercher dans la phase de la dernière période, et c'est ce qui nous permet d'avoir des précisions très fortes. Bien entendu, plus on intègre de corrections, plus le coût du capteur est important. Donc voilà un petit peu le principe du GPS qu'on appelle RTK. Malheureusement, ce GPS, il peut être soumis à certains aléas. Alors, ce que vous voyez ici à gauche, c'est ce qu'on appelle le multitrajet. Quand on est dans des canyons urbains, c'est-à-dire des endroits où on a très peu de GPS visibles, mais où on arrive quand même à capter des signaux parce qu'ils ont rebondi sur des structures, on va avoir bien entendu une erreur dans l'estimation de la position. Et le deuxième défaut principal, c'est les problèmes de triangulation. Bien entendu, comme on triangule, les angles sont importants et vous allez faire plus d'erreurs quand vous allez avoir une base de triangulation faible que quand vous allez avoir une base de triangulation forte. C'est pour cela que dans la plupart des systèmes, on va fusionner ces GPS avec ce qu'on appelle une centrale inertielle. Et c'est la fusion des deux qui fait que vous arrivez à avoir une assez bonne estimation de votre position. À savoir, par exemple, que dans votre smartphone, vous avez à la fois un GPS et un certain nombre de capteurs qui sont dans une station inertielle. Donc, on arriverait, à partir d'un smartphone, à avoir des trajectoires qui sont plutôt bonnes avec les problématiques de biais dont je parlais au début, parce qu'on est sur des GPS bas coût. Voilà un petit peu pour parler de cet aspect GPS. Ce GPS, il va vous localiser dans une carte absolue. Je vais parler maintenant, donc, voilà un exemple de localisation. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un système de captation d'images avec un GPS cinématique et un LiDAR qui est passé dans une commune. Et ce que vous voyez ici, c'est la localisation précise des images qui ont été acquises. C'est les petits bonhommes que vous voyez là, dans l'espace du LiDAR. Et tout ça est localisé avec une précision inférieure à 10 cm. C'est ce qu'on va appeler la classe A. D'un point de vue norme, qui va nous permettre de faire un certain nombre de calculs directement dans ces données-là, sans devoir aller sur le terrain derrière. Un exemple pour montrer un peu la précision des choses. Ici, ce que vous voyez à gauche, c'est une reprojection de l'image aérienne, les gros pixels, sur l'image que voit une caméra, qui elle-même a été géolocalisée. Et ce que vous voyez à droite, c'est le contraire. Le triangle ici, c'est la reprojection de l'image de la caméra dans l'image aérienne. Donc on voit qu'on a un match qui n'est pas trop mauvais, ce qui nous conforte dans la précision de nos approches. Deuxième chose dont je voulais vous parler, toujours dans la même thématique, c'est-à-dire localiser sur une carte un capteur. C'est une solution qui va utiliser uniquement des caméras et qui est actuellement déployée. C'est un travail que l'on mène en lien avec l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand, qui est déployé sur des navettes, qui est celle que vous voyez là, dans le cadre d'expérimentation. Et on va se localiser cette fois-ci, non pas en géolocalisation, mais sur une carte visuelle qu'on aura préconstruite. Alors, comment ça fonctionne ?
Imaginez que vous vouliez déplacer ce véhicule à droite à Clermont-Ferrand, ici, dans la rue piétonne qui monte à la cathédrale. On va avoir un certain nombre de difficultés à capter le signal GPS pour les raisons dont je vous ai parlé juste avant. Donc, on va essayer de travailler plutôt avec des caméras et de voir comment est-ce qu'on peut apprendre une trajectoire dans un premier temps pour derrière se localiser dans cette trajectoire et donner cette information à un organe de commande qui va être capable de réagir. Alors, est-ce que vous voyez bien la vidéo? Oui, bon, parfait. Chez moi, ça passe très bien. Donc là, nous sommes à Clermont-Ferrand, un jour d'hiver où il y avait un peu de neige et nous nous dirigeons vers Polydôme, qui est un centre de congrès, avec un petit véhicule qui est guidé manuellement et nous contournons Polydôme. L'idée, c'est d'enregistrer une trajectoire entre un point A et un point B et d'être capable de guider le véhicule automatiquement sur cette trajectoire. Comment ça va fonctionner? On va aller chercher, non pas des GPS, mais plutôt des amers visuels, des points d'accroche dans l'image, avec des algorithmes de vision par ordinateur, c'est ce qu'on va appeler des points d'intérêt. Donc là, par exemple, vous voyez que le coin du bâtiment de Polydôme représente un coin d'intérêt. Alors ça, on va le faire de manière automatique. Et ce que vous voyez ici, les petites croix jaunes que vous voyez peut-être pas si bien que ça, mais qui apparaissent, c'est tous ces fameux points d'intérêt qui ont été calculés tout au long de la séquence vidéo. Alors, il y en a un certain nombre qui ne sont pas pertinents du tout. Par exemple, ceux qui sont dans la neige, quand vous allez revenir dans 15 jours, ils ne vont plus être là. Par contre, ceux qui sont sur la structure ne sont pas mauvais du tout et vont nous permettre à nous repérer. La personne qui passe avec la valise, là, ne va pas être pertinente quand on va revenir dans 15 jours non plus. De la même manière que les véhicules garés à gauche qui ne vont plus être là dans 15 jours. Par contre, si on considère qu'on a 30 ou 40% de points qui sont pertinents, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Une fois qu'on a ces points, on va essayer de les rechercher d'une image à l'autre. Bon, je vous passe les termes techniques un peu. Et une fois qu'on a recherché ces points dans plusieurs images consécutives, on a fait des liens géométriques dans ces images. Et là, on va pouvoir faire appel à ce qu'on appelle la vision par ordinateur, et notamment des techniques de géométrie, pour aller décomposer toute la séquence vidéo sous une forme d'arbre, jusqu'à avoir des triplés d'images, 1, 2, 3, 2, 3, 4, donc des triplés d'images qui se chevauchent. Et en fait, on a des algorithmes qui permettent, à partir de 3 images, de calculer à la fois la position des caméras, donc du véhicule, et la position de tous ces points qu'on a vus dans les images, mais sous forme 3D. Donc une fois qu'on a ça, on va refusionner les triplés d'images, parce que ce qui nous intéresse, c'est de remonter un modèle global. Et donc, on va refusionner ces triplés d'images qui s'overlappent les uns les autres, jusqu'à remonter à un modèle générique. Et ce que vous voyez ici, c'est la reprojection des points qui ont été conservés après cette phase-là. Alors, vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui restent complètement pertinents, puisqu'on aperçoit le polydôme, et puis on en retrouve d'autres dans le sol qui seront moins pertinents quand on va repasser. Et puis, de temps en temps, vous en voyez peut-être certains qui bougent et qui rentrent un peu dans le centre de l'écran. C'est clairement des points 3D qui ont été mal détectés. Donc, c'est un modèle qui est imparfait, mais finalement, ce modèle-là, on va l'utiliser derrière pour se relocaliser. Ce que vous voyez ici, c'est la fameuse carte dans laquelle on va venir se localiser. C'est une carte de dessus dans laquelle on va retrouver tous les petits points bleus qui sont les points d'intérêt, et puis les petits carrés noirs qui sont les différentes images qu'on a conservées sur la trajectoire. En l'occurrence, ici, on a conservé 172 images pour une trajectoire de 125 mètres. Et donc, on va déployer ça derrière avec un petit calculateur derrière la caméra qui va être capable, connaissant une image courante, donc vous voyez ici, on n'a plus de neige, connaissant une image proche dans ce qu'on va appeler la mémoire visuelle de l'ordinateur, c'est-à-dire les petits patchs 3D, de venir faire des correspondances entre les deux. Donc, on fait une correspondance entre une image qui est de dimension 2 et ces patchs dont on a calculé la position 3D. Et derrière, on est capable de localiser assez facilement la caméra, donc le véhicule, pour pouvoir le piloter. Alors, sur une petite vidéo, ça donne ça.
À gauche, vous voyez l'évolution du système qui est guidé automatiquement. En haut à droite, vous voyez l'image clé la plus proche d'où on est à l'instant T. Et en bas à droite, vous avez la vidéo que l'on est en train de parcourir tout de suite. Et on constate que la plupart des points caractéristiques qui ont été conservés sont cette fois-ci des points qui sont sur la structure, puisque c'est ceux qui vont nous aider à nous localiser. Donc là, vous avez un exemple de localisation dans une carte du capteur, mais qui est une carte qui a été préconstruite, mais qu'on peut très facilement caler sur un plan aérien classique. Donc ça, c'était pour la partie « Je localise mon capteur dans une carte ». Je vais vous montrer un exemple de localisation d'objets dans le repère du capteur cette fois-ci. Alors, c'est un exemple qui est issu d'un travail que j'ai mené il y a maintenant 3-4 ans avec les collègues du CEA. Je suis en train de me rendre compte que j'ai enlevé leur logo, je m'excuse pour eux, et qui est resté 1 an et demi en tête d'un classement assez connu dans la communauté qui s'appelle Kitty, qui consiste justement à localiser en 3D des véhicules. Donc l'idée, c'est déjà de détecter ces véhicules, donc il y a une intelligence artificielle pour ça. Et puis on va aller chercher dans ces véhicules des points caractéristiques, des modèles du véhicule, les coins de la carrosserie, un certain nombre de points. Vous voyez ici en rouge sur la partie gauche. Et l'idée, c'est qu'à partir de tout ça, on va vouloir essayer de remonter à la position de ces véhicules dans l'image pour être capable derrière d'utiliser cette fonctionnalité dans des systèmes de guidage autonome ou d'aide à la conduite. Donc tout ça est fait en 2 temps. Un premier temps, vous allez détecter le véhicule ainsi que son gabarit, c'est la partie gauche que vous voyez ici avec un rectangle rouge encadré autour du véhicule. Et puis on a besoin de détecter les fameux points caractéristiques du véhicule. Alors on a besoin de détecter s'ils sont visibles, ce sont les points rouges. S'ils sont auto-occultés, c'est-à-dire si le véhicule lui-même occulte un certain nombre de ces points, ce sont les points bleus, ou s'ils sont occultés par un autre véhicule, ce sont les points verts. Tout ça s'effectue également par des réseaux de neurones profonds, donc qui sont ce qu'on va appeler des raffinements du premier réseau qui a détecté le véhicule. Je ne vous ai pas mis la forme du réseau ici. On est sur des structures où il faudrait un peu plus de temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et là, vous allez voir une vidéo où sur la partie haute, vous avez ce qui sort du réseau de neurones vraiment, c'est-à-dire les détections des véhicules en vert et les fameux points. Et sur la partie basse, c'est un algorithme de géométrie qu'on appelle calcul de pose, assez simple qui est appliqué derrière avec une estimation, ce n'est pas très visible forcément, mais de la distance à laquelle se trouve le véhicule. Voilà un peu comment cela fonctionnait. On retrouve le logo de nos collègues du CEA. Et donc, c'est quelque chose qui tournait en temps réel il y a 5 ans maintenant. Ça a été publié en 2017. Donc, une fois que vous avez localisé cet objet dans le repère du véhicule et que vous avez une carte assez précise de votre route, soit vous êtes capable de localiser le véhicule qui est devant sur sa voie de circulation, soit vous pouvez également mettre en place assez facilement un algorithme qu'on appelle de segmentation sémantique qui va aller chercher le bord des routes et les voies de circulation. On citait tout à l'heure des bases de données qui annotent les voies de circulation. Notamment, il me semble que c'est fait dans la base chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on est capable, donc, pour chaque véhicule qu'on observe, de le positionner assez finement dans une carte et de le géoréférencier, ce qui va permettre derrière, au niveau du guidage autonome, de définir un certain nombre de commandes en trajectoire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, excellente illustration d'application au véhicule, comme on disait précédemment, qui permettent effectivement d'améliorer le guidage et surtout de sortir des capteurs seuls du véhicule et de travailler vraiment à des couches d'infrastructures numériques intelligentes qui permettent effectivement de faire circuler ces véhicules
aussi bien sur des grands axes que sur des campus et des axes fermés. Donc ça participe à la migration des véhicules autonomes sur des axes routiers normalisés. Donc merci beaucoup pour ta contribution. Merci. On va écouter Michel. Michel, il va nous faire du indoor-outdoor, parce que c'est la question, mais si je veux suivre du véhicule autonome indoor, je fais comment? Je rappelle juste pour mémoire que sur la géolocalisation, il y a un labo tout à fait remarquable à Nantes, ancienne IFSAR et Université Gustave Eiffel, qui travaille aussi sur ces sujets-là. Donc pour vraiment de la recherche un peu pure, on a localement en Pays de la Loire une ressource, je dirais, mondialement connue aussi. Michel, the floor is yours. C'est à toi. Donc, je vais vous parler en effet de géolocalisation. On va parler d'indoor et de outdoor. On a tendance en effet à le donner en anglais. On est bien en intérieur et en extérieur, hein. Ce n'est que évidemment de l'absolu et du relatif. Pour la partie intérieure, on est bien sur de l'ultra-wideband, technologie qui a été révélée, hein, je vais en parler évidemment. Et puis tout ce qui est GPS RTK, là, ou GNSS RTK et centrale inertielle, ça c'est impeccable de passer derrière puisque pas mal de gens en ont parlé. Évidemment de l'algorithme, j'appelle ça l'algorithme, mais on débouche sur l'intelligence artificielle pour le traitement de ces données. Voilà, donc c'est bien pour nous un sujet de précision et de temps réel. S'il n'y a pas de temps réel et s'il n'y a pas de précision, autant utiliser d'autres technologies qui sont peut-être moins énergivores et peut-être moins nouvelles, on va dire, moins innovantes. La partie indoor, je l'ai mis, donc la partie intérieure, c'est bien à partir des véhicules autonomes, hein, qu'on a déployé ces solutions. Ces solutions avaient pour objectif en cas de perte de couverture satellitaire, de suivre un véhicule autonome. Un véhicule autonome a besoin d'un GNSS RTK, donc de grande précision en permanence. Et donc certains passages sous pont ou obstructions en milieu urbain, hein. Il y a peu de véhicules autonomes qui s'essayent en milieu urbain, mais on a quelques cas évidemment. Et donc dans ce cas, on va suivre avec une technologie où tout le calcul est fait dans l'embarqué, mais avec une limitation du nombre, hein, de tags, donc ça veut dire de véhicules qu'on va pouvoir suivre en simultané au même endroit, puisqu'on part en gros d'une fréquence de 100 Hz, c'est-à-dire un peu plus d'une centaine de positions par seconde. On part sur les positions par seconde. Eh bien, on va le diviser par le nombre d'appareils qui utilisent cette fréquence. Et donc, si on suit 2 véhicules à partir de 6 modules, eh bien, on va le diviser par 8. Et donc, on est très vite limité, évidemment, mais la solution est très pertinente, vraiment intéressante en termes de précision. On peut être en dehors de l'infrastructure, et donc on a une belle approche pour faire du cas par cas, ou du moins pas trop en simultané. La deuxième solution, c'est une supervision globale de simultané. Donc là, c'est des tags qui tout bêtement envoient une impulsion en ultra-wideband et qui sont captés par une infrastructure qui est quand même assez lourde, hein, à mettre en place, hein. C'est toujours la problématique, c'est est-ce qu'on a l'autorisation de mettre une infrastructure en place? Eh bien, à partir d'une infrastructure relié à un serveur qui permet un traitement donc de toutes ces différences d'arrivée, hein, donc qui sont donc des temps de différence d'arrivée, TDOA, Time Difference of Arrival, que l'on va transformer en distance Difference of Arrival. Et bien, ce serveur qui va faire toute cette moulinette, évidemment, va devoir traiter très rapidement énormément d'informations. Plus il y en a, plus le serveur sera dimensionné, et on aura énormément de données à traiter en même temps, avec des latences, hein, sur lesquelles on travaille. Évidemment, notre objectif, nous, il est de gagner ces dernières millisecondes de latence. On est sur du 50 millisecondes de latence, qui sont des fois trop importantes, hein, selon la vitesse évidemment du véhicule. Et donc on va évidemment essayer de coller au maximum
même si on a la possibilité de mettre un décalage, un offset devant, mais on n'est pas dans le prédictif, hein, on est uniquement dans le décalage, pour avoir la position très exactement à la milliseconde, ce qui va être très important par rapport aux différentes vitesses. La troisième partie, c'était évidemment ce qui est arrivé avec les badges de distanciation physique, hein. On a, suite à l'application anti-Covid qui proposait en Bluetooth de pouvoir tester les distanciations physiques, eh bien, l'Ultra Wideband a été sollicité et en tout cas mis sous les lumières des projecteurs à ce moment-là, pour montrer qu'on avait en effet une très bonne précision grâce à ces systèmes et que donc ça pouvait être aussi un moyen de faire de l'anti-collision, de faire de la distance systématique entre des machines et donc de la coactivité, hein, entre machines et engins, entre machines et robots, entre machines et véhicules, de façon évidemment à éviter toute collision ou générer des alertes pour anticiper des risques. Voilà. Donc ça, c'est la partie intérieure. Évidemment, je vais moins m'attarder sur la partie extérieure que GPS ou GNSS RTK, voilà, sur lequel on a déjà parlé, qui est très intéressant. Là, vous avez un schéma qui résume entre l'Ultra Wideband et le GNSS RTK, hein, la superposition de deux techniques pour voir les différences. On se rend compte qu'on est très précis, mais qu'il faut évidemment faire attention systématiquement aux couvertures, qu'elles soient en extérieur ou en intérieur, bien sûr. Alors je fais un petit rappel, quand même, j'ai rajouté ça un petit peu au dernier moment pour, reparler quand même de la technologie Ultra Wideband, c'est important. On parle de temps de vol, time of flight, ça veut dire que, on n'est pas sur des, problématiques de puissance, hein. On sait que quand on fait du RFID, du Bluetooth, des technologies, on va dire classiques, eh bien on utilise des puissances de signal. À partir de ces puissances, si on a une atténuation, on considère que la distance a été réduite. Et évidemment, ce n'est pas le cas si quelque chose passe entre le récepteur et l'émetteur. Le temps de vol, hein, permet un contournement beaucoup plus facile, hors obstruction totale, hein, il ne faut pas rêver. De toute façon, hein, il faut quand même qu'il y ait évidemment des chemins directs, hein. On a vu le terme chemin direct entre le mobile et puis les encres autour. On va pouvoir déceler, hein, si ce sont des chemins directs ou des chemins indirects, mais il faut quand même qu'on ait certaines valeurs, un minimum, pour pouvoir donner beh, un échantillonnage, hein, par rapport aux 3 cercles. Il faut que ça soit circonscrit dans les 3 cercles. Là, pour le coup, théoriquement, on a un point unique, mais on se rend compte que, avec des différences ou des erreurs, hein, de 5 centimètres sur les 3 cercles, eh bien, on va cumuler ces erreurs dans la trilatération. Voilà, pour rappeler la technique évidemment. Donc les cas d'usage évidemment sont très en intérieur-extérieur, beaucoup de chariots, hein, donc tout ce qui est manipulation. On est sur de l'intérieur à l'extérieur dès qu'on a de la précision et de la vitesse. C'est souvent le cas évidemment avec des engins utilisés pour tout ce qui est logistique, mais aussi tout ce qui est construction. Et donc c'est à ce moment-là on va travailler pour en effet une discontinuité, hein, outdoor, indoor. Évidemment, au niveau des véhicules autonomes, le platooning a été une belle interrogation, évidemment, par rapport aux capacités évidemment des véhicules de se suivre. Là, encore une fois, il faut une latence très très faible. L'infrastructure, hein, on a eu cette période où on pensait, hein, que l'infrastructure n'existerait plus. Bon, certains n'y ont jamais cru, c'est évident. Mais il est clair qu'il faut qu'on se rattrape, il faut qu'on se rattache à de l'infrastructure. On parlait des points de mire, c'est souvent aussi un moyen de façon évidemment la plus légère possible, se rattacher à quelque chose, hein, à un repère qui est relatif par rapport à un GNSS ou un RTK ou du moins une position absolue. Voilà donc les différentes solutions qu'on a pu voir. On est bien sûr de la position relative. On va pas aller au-delà de couverture donc localement de 100, une centaine de mètres, hein, ou alors sinon il va falloir évidemment agrandir l'infrastructure.
Donc ça veut dire qu'on ne travaille pas évidemment sur des grandes distances, mais uniquement sur des passages spécifiques, des points où on a, un risque, hein, ce qu'on a mis en place, pour l'Autonomous Lab de notamment de Paris-Saclay et de Rouen, c'est, un passage sous pont doit être évidemment anticipé par, du matériel, de façon à avoir la possibilité, de switcher de mode, hein, de changer de mode, grâce évidemment au calcul des erreurs associées, eh bien, on peut passer, du mode, je sais pas, suivi de ligne au mode GNSS RTK, au mode ultra wideband, au mode lidar, et cetera, et cetera. Et donc c'est la fusion, hein, de toutes ces solutions qui nous permet, de garder, évidemment, toujours une très grande précision en permanence, grâce à toutes ces technologies. Voilà, donc en effet, on nous demande souvent de comparer, hein, le GNSS RTK avec l'ultra wideband. C'est dans certains cas, évidemment dehors, hein, on fait des essais, pour avoir au moins un référent, et bien on se rend compte qu'on a des, précisions, qui sont de l'ordre de 5 centimètres. On a du mal à descendre en dessous. En labo, on est plutôt sur du 2,5. Avec une fusion, de centrale inertielle, on n'ira jamais au-delà, hein, il faut être clair là-dessus aussi, hein, au-delà de 2 centimètres, ça n'est pas possible. Alors que le GNSS RTK, on peut avoir, des précisions de l'ordre plutôt du centimètre. Au-delà, je m'avancerai pas. Voilà, donc tout un tas de technologies, pour récolter évidemment des données, qui vont nous permettre, non pas d'afficher, parce que l'affichage, il est uniquement pour, prouver, mais même quand on travaille avec des latences, puisqu'on travaille sur des décalages de 200 millisecondes, on est incapable de le voir visuellement, et donc on a bien des systèmes, pour essayer d'avoir des référents pour pouvoir évaluer, les latences ou les erreurs, hein, qui peuvent s'accumuler évidemment, et ensuite évidemment rejouer, toutes ces données et utiliser de façon, continue. Voilà, bon, donc je présente évidemment ce que nous on fait sur l'ultra wideband. On travaille depuis 5 ans, et puis évidemment le GNSS. Je voulais, voilà, montrer des exemples. Là, on est sur une scierie, hein, ça veut dire qu'on va avoir, des engins, hein, qui vont porter, et dispatcher, hein, tout un tas, bah, de qui vont manufacturer, qui vont transporter tout un tas de billes de bois, aussi bien que d'autres matériels. On on va donc, essayer d'objectiver, donner une, une consigne, et à partir de là, on trace évidemment, donc c'est pas de la réalité augmentée, mais on va dire c'est tout comme, et ça permet évidemment, de vérifier et d'avaliser évidemment, toutes les chargements, déchargements. Hem, donc là, typiquement, on utilise du GNSS RTK et de l'ultra wideband. Souvent, on couple les 2 à partir du moment où on a des zones couvertes. Je parlais de fréquence, hein, 1 hertz souvent, suffit à des vitesses faibles. Pour un véhicule, on est plutôt davantage, hein, sur du 20 hertz. On voit que, donc c'est important d'avoir, une précision suffisante par rapport à la vitesse. Je parle de l'altitude, hein, l'altitude évidemment on l'a jamais, avec le GNSS. C'est quand même intéressant de se poser la question comment on travaille en 3D. Donc on a évidemment la possibilité de faire, cette 3D de calcul à partir de l'infrastructure. Elle est lourde. Elle peut se faire à partir de, baromètres, hein. Donc on rajoute, aux 9 axes de l'IMU, de la centrale inertielle, donc de l'accéléro, gyro, magnéto, et on y met un baromètre qui permet d'avoir des différences, donc un baromètre différentiel, d'altitude, notamment, hein, quand on a des bras, sur des grues ou sur des, chariots. Ça permet, de matcher l'endroit, hein, donc la cartographie avec le GPS. Donc il y a bien une acquisition qui est faite, pour, que la cartographie soit, positionnée exactement sur le bon emplacement, hein. C'est important de valider l'acquisition. C'est le travail, j'ai envie de dire, du géomètre expert au départ, mais il peut être fait évidemment en milieu privatif ou en intérieur. Et donc, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir en effet, de bout en bout, et bien, à la fois, pouvoir, donner des consignes qui vont être appliquées et valider ces consignes, mais aussi, rejouer,
hein, des données de façon à vérifier s'il y a eu en effet un incident ou vérifier toute la maintenance, hein, tout ce qui est maintenance prédictive des engins. Voilà ce que je voulais dire par rapport à Hydre. Merci beaucoup, Michel. Donc effectivement, on a fait un voyage extrêmement passionnant depuis la data, comment, pourquoi, jusqu'à des applications extrêmement précises en extérieur et en intérieur, et particulièrement dans les bâtiments. Et j'imagine aussi que Michel, ce que tu couvres, ça peut s'appliquer à des usines, à de la localisation et de la gestion automatisée dans les usines, ce qui nous intéresse aussi au plus haut point.